Que arrive-t-il lorsqu'un homme qui peut tout acheter rencontre une femme qui voit tout ce qu'il n'est pas? Au cœur du centre-ville de Lyon, à l'intérieur d'un restaurant italien chaleureux et démodé, une serveuse discrète sert le plus impitoyable magnate de l'immobilier de la ville. Il ne voit en elle qu'une anonyme, un fantôme dans un tablier, une personne à ignorer et à rabaisser. Mais il ignore qui elle est vraiment. Il ne connaît pas le secret qu'elle cache derrière ses yeux fatigués et son sourire poli. Et il n'a aucune idée qu'avant même d'avoir terminé son steak hors de prix, son monde est sur le point de lui être arraché. L'odeur d'ail mijotant dans la sauce tomate et de bois ancien était le sanctuaire de Maya Leclerc. Pendant 10 heures par jour, 5 jours par semaine. Ici, elle n'était pas l'architecte du projet Chimera, un algorithme de logistique révolutionnaire basé sur l'IA, actuellement dans les dernières étapes angoissantes d'une acquisition à 9 chiffres par Microsoft. Elle n'était pas la jeune femme qui avait passé les 6 dernières années à coder dans un appartement exigu de Sophia Antipolis, nourri de pâtes instantanées et d'un mélange terrifiant d'ambition et de désespoir. Ici, à la Stella, elle était simplement Maya, serveuse, numéro 27 sur la liste de paix. La Stella était un anachronisme, une magnifique relique nichée avec défi entre une tour de banque élégante en verre et en acier et une galerie d'art minimaliste et douloureusement branchée, sur un terrain de premier choix de la presqu'île de Lyon. Son propriétaire, Giovanni Rossi, un homme dont le visage était une carte routière de 70 années de rire et de soucis, l'avait hérité de son père. Les banquettes en cuir rouge étaient craquelées et adoucies par le temps. Les nappes à carreaux étaient délavées, et les photos en noir et blanc sur les murs racontaient l'histoire d'une famille et d'une ville qui avait depuis longtemps changé. Pour Maya, c'était parfait. L'accord de non-divulgation qu'elle avait signé pour la transaction avec Microsoft était une chape de plomb, l'étouffant avec des clauses de confidentialité et le poids terrifiant de l'argent en jeu. Son avocat, Marc Fournier, l'appelait quotidiennement avec des mises à jour qui lui nouaient l'estomac. La vérification diligente finale était un examen microscopique de l'œuvre de sa vie. D'un jour à l'autre, le virement arriverait et sa vie exploserait. D'ici là, elle avait besoin d'être invisible. Elle avait besoin de sentir la douleur satisfaisante dans ses pieds après un long service, la réalité simple et tangible de débarrasser une assiette, de remplir un verre d'eau. Ses propres parents avaient tenu un petit bistrot en Auvergne, et le cliquetis familier et le rythme d'un restaurant étaient la seule berceuse qui pouvait calmer l'anxiété hurlante dans sa tête. Ses collègues étaient une collection de piliers de la ville. Il y avait Béatrice, une serveuse approchant la soixantaine, avec une voix rauque due à la cigarette et une connaissance encyclopédique de la vie amoureuse de chaque habitué. Il y avait Thomas, un étudiant qui travaillait comme commis débarrasseur, perpétuellement en mouvement avec des rêves de devenir graphiste. Et il y avait Monsieur Rossi, qui venait encore chaque jour goûter la sauce et saluer personnellement les clients, sa présence un foyer chaleureux et réconfortant au centre du restaurant. Il la connaissait comme Maya, la fille silencieuse qui était venue chercher du travail il y a 6 mois. Elle était fiable, efficace et parlait rarement à moins qu'on ne lui adresse la parole. Elle observait. Elle voyait Béatrice glisser discrètement un petit pain dans son tablier pour le sans-abri qui dormait près de la ruelle. Elle voyait Thomas disposer méticuleusement les couverts, le front plissé par la concentration comme s'il concevait un chef-d'œuvre. Elle voyait la dignité tranquille avec laquelle Monsieur Rossi traitait chaque personne qui franchissait sa porte, qu'elle commande le homard spécial à 90 € ou juste un bol de minestrone à 10 €. Elle voyait aussi les vautours qui tournaient. Elle avait surpris des conversations chuchotées sur l'augmentation des impôts fonciers, sur des lettres d'une société de promotion immobilière, Sterling Immobilier. Le nom était murmuré avec un mélange de peur et de ressentiment. Ils étaient connus pour racheter des îlots historiques, les démolir et ériger des gratte-ciel de luxe sans âme qui jetaient de longues ombres sur la ville. Monsieur Rossi balayait toujours les inquiétudes d'un sourire triste. « Cet endroit est mon cœur, disait-il. Il n'est pas à vendre. » Mais Maya, une créature de données et de schémas, pouvait voir la tension dans ses yeux. Elle voyait comment ses épaules s'affaissaient après un appel téléphonique, la façon dont il fixait le portrait de sa défunte épouse, Stella, dont le restaurant portait le nom. Son expression était un cocktail de deuil et d'épuisement. Il menait une bataille perdue d'avance, et elle le savait. Le monde d'où elle venait, le monde de la croissance prédatrice et implacable, venait pour ce petit et beau morceau du passé. Elle ne savait juste pas qu'il était sur le point de franchir la porte d'entrée et de s'asseoir à la table 7. Les mardis soirs étaient généralement réguliers mais gérables, un mélange de spectateurs sortant du théâtre des Célestins et de voyageurs d'affaires. À 19h15, la cloche au-dessus de la porte sonna, laissant entrer une bouffée d'air frais venant du Rhône et 2 hommes. L'un était grand, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure qui coûtait probablement plus que la totalité du prêt étudiant de Maya. L'autre homme était plus petit, portant une mallette avec l'air anxieux et déférent d'un assistant. Le grand était Damien Sterling. Maya ne connaissait pas encore son nom,
mais elle reconnut instantanément le type. Il n'attendit pas qu'on le place. Il entra dans la salle à manger comme s'il inspectait une propriété qu'il possédait déjà, ses yeux gris perçants balayant la pièce avec un regard de mépris non dissimulé. Il désigna la table 7, une banquette pour 4 dans le coin le plus calme. « Nous nous assiérons là », ordonna-t-il, sans regarder l'hôtesse. Béatrice, toujours professionnelle, l'intercepta avec des menus. « Bonsoir, messieurs. Bienvenue à La Stella. Par ici. » Sterling agita une main dédaigneuse, se glissant déjà dans la banquette. « Juste de l'eau. Plate. Sans glace. Et vite. » Le sourire de Béatrice se crispa, mais elle hocha la tête et se retira. La table était dans la section de Maya. Elle prit une profonde inspiration, attrapant un bloc-notes et 2 verres. C'était la partie du travail qu'elle détestait, celle qui lui rappelait les capital risqueurs qu'il avait jaugés de haut en bas avant même d'écouter sa présentation. « Bonsoir, » dit-elle, sa voix douce et égale alors qu'elle posait l'eau sur la table. « Je m'appelle Maya. Puis-je vous proposer quelque chose du bar pour commencer? » Sterling Nebraska la regarda pas. Il faisait défiler son téléphone, son pouce bougeant avec une vitesse agressive. « J'ai déjà dit ce que je veux. Êtes-vous sourde? The low plate. Sans glace. Celle-ci a de la glace. » Il pointa du doigt l'unique glaçon immaculé flottant dans son verre. C'était la règle de Monsieur Rossi. Un glaçon toujours, sauf indication contraire. Une touche de classe, disait-il. Mes excuses, monsieur. Je vous en apporte une autre tout de suite, dit Maya, sa voix ne trahissant aucune émotion. Elle reprit le verre, ses mouvements économiques et calmes. Son compagnon, dont elle apprit plus tard le nom, Arthur, se tortilla mal à l'aise. Monsieur Sterling, les entrées ici sont censées être fantastiques. Les Calamars Fritz. Arthur, sommes-nous ici pour manger ou pour travailler? Claqua Sterling, levant enfin les yeux de son téléphone, non pas vers Arthur, mais autour de la pièce. Regardez cet endroit. C'est une relique. Dieu sait ce qui vit dans les murs. Je n'arrive pas à croire que Rossi résiste encore. Lusang de Maya Essie Glocka. Rossi. C'était donc lui. Le Sterling de Sterling Immobilier. Elle posa le nouveau verre d'eau sur la table, sa main parfaitement stable. Êtes-vous prêt à commander, ou avez-vous besoin de quelques minutes de plus? Demanda-t-elle. Sterling soupira, un son de profonde souffrance théâtrale. Bien. Donnez-moi l'entrecôte, saignante, si votre chef sait ce que cela signifie. Et je la veux bien grillée à l'extérieur, mais rouge, pas rose, à l'intérieur. Si elle arrive rosée, je la renvoie. Si elle est trop cuite, je la renvoie. Si elle est ne serait-ce que légèrement dure, je la renvoie. Et en accompagnement, des asperges, cuites à la vapeur. Sans beurre, sans sel, juste les légumes. Pensez-vous pouvoir gérer ça? Chaque mot était une petite fléchette condescendante. Il lui parlait comme si elle était un logiciel défectueux, une enfant idiote. Elle croisa son regard une fraction de seconde. Ses yeux étaient comme des pierres polies, dépourvus de chaleur ou d'empathie. Il ne voyait pas une personne. Il voyait une fonction, un obstacle à son repas. Une entrecôte saignante, grillée à l'extérieur, centre rouge. Asperge vapeur, sans beurre, sans sel. J'ai compris, récita-t-elle calmement. Elle se tourna vers Arthur. Et pour vous, monsieur? Arthur avait l'air de vouloir que le sol l'engloutisse. Je prendrai la même chose, s'il vous plaît. Maya hocha la tête et s'éloigna, le dos droit. Elle pouvait sentir les yeux de Sterling sur elle, un regard dédaigneux avant qu'il ne retourne à l'écran lumineux de son téléphone. Elle entra la commande dans le terminal, ajoutant une note spécifique pour le chef, un vieux pronommé Michel, qui était avec Rossi depuis 20 ans. Table 7. Très particulier. Surveiller la cuisson SVP. Au cours de l'heure suivante, Maya observa l'homme à la table 7. Il était un trou noir de courtoisie, aspirant toute la chaleur et la grâce de son voisinage. Il renvoya la corbeille de pain parce que la croûte n'était pas audiblement croustillante. Il se plaignit que la musique d'ambiance, une douce collection de chansons folkloriques italiennes, était distrayante. Il parla à Arthur sur un ton dégoulinant de dérision, le réprimandant publiquement pour une erreur dans un document qu'ils examinaient. Les entrecôtes arrivèrent. Maya regarda Sterling Coeur la sienne. Il mâcha un morceau lentement, son expression d'une intense scrutation, comme s'il jugeait une candidature au prix Nobel. Il déglutit. C'est passable, prononça-t-il, la plus haute forme de louange dont il semblait capable. Pendant un instant, Maya ressentit une once de soulagement, mais le répit fut de courte durée. Le catalyseur ne fut pas la nourriture, mais le vin, ou plutôt, son absence de disponibilité immédiate. Après avoir fini son repas, Sterling décida qu'il voulait boire un verre. Il n'essaya pas de croiser le regard de Maya ou de lever poliment la main.
Il claqua des doigts. Le son trancha le bourdonnement sourd de la salle à manger. C'était sec, laid et impérieux. Toutes les têtes à proximité se tournèrent. Béatrice, qui était à la table voisine, tressaillit. Maya, qui livrait un dessert, s'arrêta net. Elle posa calmement le tiramisu sur sa table et se dirigea vers Sterling. « Oui, monsieur. Comment puis-je vous aider ?» Un verre de Sassicaia. 2015, dit-il, sans la regarder. Il fixait monsieur Rossi, qui se tenait maintenant près de l'entrée de la cuisine, l'expression troublée. « Bien sûr, monsieur. Je vais vérifier si nous avons ce millésime, dit Maya. La carte des vins de la Stella était bonne, mais pas exhaustive. Un Sassicaia 2015 était une demande spécifique et haut de gamme. Elle alla au bar. Comme elle le soupçonnait, ils n'avaient pas le 2015. Ils avaient le 2016, un millésime respectable en soi. Elle retourna à la table. « Monsieur, je m'excuse, mais nous n'avons pas le 2015. Nous avons cependant le millésime. 2016, qui est également une excellente année pour... » Sterling la coupa, sa voix montant en volume. « C'est une blague? Savez-vous ce qu'est une cave à vin? Ou gardez-vous juste quelques bouteilles poussiéreuses de Chianti bon marché à l'arrière? Ne me proposez pas le 16. Si j'avais voulu le 16, je l'aurais demandé. » La nature publique de son esclandre était conçue pour humilier. Maya sentit une bouffée de chaleur lui monter au cou, mais son expression resta un masque de calme professionnel. « Je suis vraiment désolé que nous n'ayons pu satisfaire votre demande, monsieur. Y a-t-il autre chose que je puisse vous apporter? » « Non, il n'y a rien d'autre que vous puissiez m'apporter, cracha-t-il. Toute cette expérience a été une perte de temps. Le service est lent, le personnel est incompétent et l'établissement est une plaisanterie. » À ce moment-là, Thomas, le jeune commis, débarrassait une table voisine. Dans sa hâte et sa nervosité, sous l'aura toxique de Sterling, une fourchette glissa de son plateau et tomba bruyamment sur le sol. C'était un incident mineur, quelque chose qui arrive une douzaine de fois par nuit dans n'importe quel restaurant très fréquenté. Sterling tourna vivement la tête. « Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous ne pouvez même pas débarrasser une table sans faire de raffut. Vous êtes un bon à rien. » C'en était trop. C'était la limite. L'insulter, elle, était une chose. Insulter le restaurant en était une autre. Mais réprimander publiquement un gamin travailleur comme Thomas pour une fourchette tombée, c'était impardonnable. Avant que Maya ne puisse parler, Thomas, qui avait un tempérament de feu sous son extérieur calme, marmonna juste assez fort pour être entendu. « Crétin !» Les yeux de Sterling se plissèrent en fente dangereuse. « Qu'est-ce que tu viens de me dire ?» demanda-t-il, sa voix mortellement douce. Monsieur Rossi, voyant la situation s'envenimer, se précipita. « Y a-t-il un problème, monsieur Sterling ?» Sterling S. Leva, Dominant Levue Restaurateur. La façade amicale avait disparu. C'était le prédateur dont elle avait lu des articles. Le problème, Rossi, ricana Sterling, abandonnant la formalité, c'est votre personnel. Ce garçon vient de me traiter de crétin. Et celle-ci, il fit un geste dédaigneux vers Maya, ne connaît pas la différence entre un premier cru et de l'eau de vaisselle. C'est le genre d'opération d'amateur que vous dirigez. Et vous vous demandez pourquoi vous échouez. Le visage de monsieur Rossi pâlit, mais il tint bon. Mon personnel est composé de bonnes personnes. Thomas, excuse-toi auprès du monsieur. Thomas regarda le sol, l'âme quarceri. Il m'a traité de bon à rien. Maintenant, insista monsieur Rossi, la voix légèrement tremblante. Non, dit Sterling avec un sourire cruel. Ne le faites pas s'excuser. Virez-le. Virez-le tout de suite, devant moi. Peut-être qu'alors vous commencerez à comprendre le genre d'action décisive requise en affaires. Monsieur Rossi regarda le visage froid et exigeant de Sterling, puis celui, effrayé et défiant, de Thomas. Il semblait complètement abattu. « Monsieur Sterling, s'il vous plaît. Ce n'est qu'un garçon. C'est un employé, et il est incompétent. Tout comme ce mausolée en ruine, dit Sterling, sa voix baissant. Il se pencha plus près de Rossi, sa voix un murmure venimeux que Maya put à peine entendre. Je vous ai fait une offre généreuse pour cette propriété, Rossi. Une offre finale. Vous avez jusqu'à vendredi pour l'accepter. Après cela, je demanderai à mes amis du service d'urbanisme de la ville de déclarer l'îlot entier insalubre pour rénovation urbaine. C'est votre choix. Prenez l'argent et partez, ou perdez tout. Pensez-y. » Il jeta quelques billets de 100 € sur la table, bien plus que l'addition, un geste non pas de générosité, mais de mépris. Il regarda directement Maya une dernière fois. « Et vous, dit-il. Vous devriez trouver un travail pour lequel vous êtes réellement qualifié. Peut-être à la plonge, quelque part où vous n'avez pas à réfléchir. » Sur ce,
Lui et un Arthur au visage blême se tournèrent et sortirent du restaurant, laissant un cratère de silence dans leur sillage. Monsieur Rossi s'affaissa contre la table, paraissant 10 ans de plus. Thomas avait l'air d'être sur le point de pleurer. Béatrice était figée, la main sur la bouche. Maya regarda les décombres. Elle vit les mains tremblantes de Monsieur Rossi, la menace pesant sur sa tête, l'héritage de sa femme sur le point d'être rasé pour une autre tour de verre. Elle sentit la piqûre de l'insulte finale de Sterling, non pas parce qu'elle la blessait, mais à cause de sa cruauté désinvolte et irréfléchie. Il ne voulait pas seulement acheter un bâtiment. Il voulait écraser l'esprit des gens à l'intérieur. À cet instant, quelque chose en elle bascula. L'observatrice silencieuse, la femme se cachant de sa propre vie, disparut. À sa place se tenait l'architecte du projet Shimra, une femme qui avait repoussé des requins de la finance, défié des investisseurs sceptiques et bâti un empire à partir de rien d'autre que des lignes de code et une pure force de volonté. L'accord avec Microsoft n'était pas seulement à 9 chiffres. Après une guerre d'enchères de dernière minute avec Google, le montant final était de 1,1 milliard d'euros, et la transaction avait été finalisée la veille après-midi. L'argent reposait sur un compte fiduciaire nouvellement créé, en attente d'un but. Elle regarda le visage défait de Monsieur Rossi, la photo de Stella sur le mur, la chaleur de la pièce qui avait été son refuge. Damien Sterling pensait qu'il pouvait tout acheter. Il était sur le point de découvrir qu'il avait tort. Maya termina son service dans un état de fureur froide et concentrée. Elle débarrassa mécaniquement les tables, encaissa ses derniers clients et roula ses couverts, son esprit à des millions de kilomètres. Elle dit bonsoir à une Béatrice abattue et à un Thomas rongé par la culpabilité, que Monsieur Rossi avait renvoyé chez lui plus tôt avec une tape rassurante sur l'épaule. Elle s'arrêta près du bureau de Monsieur Rossi. Il était assis à son bureau, la tête entre les mains, une pile de lettres avec le logo de Sterling Immobilier visible sur le dessus. Cette vision solidifia le nœud de détermination dans son estomac. Elle marcha les 6 pâtés de maison jusqu'à son petit appartement meublé. L'endroit était spartiate, fonctionnel, un ordinateur portable, un deuxième moniteur, un lit, une chaise. C'était une salle d'attente, un endroit où exister jusqu'à ce que sa vraie vie commence. Elle ignora la lumière clignotante de son répondeur, sachant que ce serait sa mère, demandant pourquoi elle n'avait pas appelé. Elle enleva ses chaussures de travail confortables et usées et s'assit sur le bord de son lit. Pendant un instant, l'audace de ce qu'elle envisageait la submergea. C'était insensé. C'était impulsif. C'était le genre de choses que les gens faisaient dans les films. Mais le souvenir du ricanement de Sterling, le son de ses doigts claquants, le regard de désespoir total sur le visage de Monsieur Rossi, c'était plus réel que n'importe lequel des milliards abstraits dormant sur son compte. À quoi servait l'argent, de toute façon? Pendant des années, le but avait été la survie, puis le succès, puis la liberté. Elle avait rêvé d'acheter une maison pour ses parents, de voyager, de créer une nouvelle entreprise moins stressante. Mais la liberté était-elle juste l'absence de soucis? Ou était-ce la capacité d'agir, le pouvoir de tracer une ligne dans le sable et de dire « Non, vous ne franchirez pas cette ligne ». Sterling avait qualifié la Stella de mausolée en ruine. Il avait tort. C'était vivant. C'était un sanctuaire, pas seulement pour elle, mais pour des dizaines de personnes. C'était un morceau de l'âme de la ville, et il voulait l'éteindre pour le profit. Elle prit son téléphone. Elle n'hésita pas. Il sonna 2 fois avant. Qu'une voix vive et familière ne réponde. « Marc, c'est Maya. »« Maya, j'allais justement t'appeler. Les confirmations finales du virement sont arrivées il y a 1 heure. Chaque centime est comptabilisé. Félicitations. Tu l'as fait. Tu es officiellement une femme très, très riche. » La voix de Marc Fournier était chaleureuse, empreinte d'une fierté sincère. Il était avec elle depuis les débuts, un avocat vif et loyal qui avait cru en elle alors qu'elle n'était qu'une gamine avec une idée folle. « Je sais. Merci, Marc. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. »« N'importe quoi. Dis-moi. Tu veux que je t'achète une île privée? »« Un jet. L'Olympique Lyonnaise. Plaisant-il. » La voix de Maya était plate, dénuée d'humour. « J'ai besoin que tu achètes un immeuble. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « D'accord. Un immeuble résidentiel? Commercial? Parlons-nous d'un nouveau siège pour notre prochaine entreprise. »« Un restaurant, dit Maya. Ça s'appelle la Stella. C'est à l'angle de la rue de la République et de la rue Grenette. » Marc resta silencieux pendant quelques secondes. Elle pouvait entendre le faible son de son clavier. « La Stella. D'accord, je vois. Un restaurant italien. Propriété historique. Maya, de quoi s'agit-il? » Il est ciblé par un promoteur, un homme nommé Damien Sterling. Sterling Immobilier. Une autre pause, plus longue cette fois. Quand Marc reprit la parole,
Sa voix avait perdu son ton jovial. Sterling. Je le connais de réputation. C'est un requin, Maya, un charognard dans un costume sur mesure. Il essaie de consolider tout ce pâté de maison depuis des années. D'après ce que je vois ici dans les registres publics, il possède tout ce qui l'entoure. La Stella est le dernier bastion. Le propriétaire est un certain Giovanni Rossi. Je sais, dit Maya. Sterling était au restaurant ce soir. Il essaie de forcer Rossi à vendre. Il l'a menacé. Il lui a donné jusqu'à vendredi. Tactique classique de Sterling. Intimider, menacer et les submerger de litiges jusqu'à ce qu'il n'ait d'autre choix que de vendre pour une bouchée de pain, dit Marc avec dégoût. Alors tu veux, quoi? Aider Monsieur Rossi avec les frais de justice? Créer un fonds pour le combattre? Non, dit Maya, sa voix tombant à un quasi-murmure mais chargée d'acier. Je veux que tu l'achètes. Pas seulement le restaurant, tout l'immeuble, tout. Je veux que tu fasses une offre à Monsieur Rossi qu'il ne pourra pas refuser. Pas une offre à la Sterling qui ressemble à une menace, mais une vraie. Une offre généreuse. Quelque chose qui honore ce qu'il a construit. Et je veux que tu le fasses ce soir. Ce soir? Maya, c'est impossible. Une transaction immobilière commerciale de cette ampleur dans le centre de Lyon. Ça prend des semaines, des mois. La vérification diligente, les recherches de titres, les diagnostics environnementaux. J'ai fait la vérification diligente, interrompit Maya. J'ai lavé les sols. J'ai nettoyé les toilettes. J'ai parlé aux fournisseurs. Le bâtiment est sain. L'entreprise est solvable, juste sous-capitalisée. E.T. Son, aim est inestimable. Je me fiche des expertises. Ce n'est pas un investissement financier, Marc. C'est une déclaration de principe. Marc Acitat. Il la connaissait. Il savait que lorsqu'elle utilisait ce ton de voix, sa décision était prise. Il passa en mode résolution de problème. D'accord, dit-il, l'adrénaline montant dans sa voix. D'accord, alors on fait ça. Une frappe préventive. Nous devrons créer une société écran immédiatement, une SARL anonyme pour faire l'achat. Ton nom ne peut pas y être associé. Pas encore. Sterling en aurait vent et essaierait de torpiller l'affaire. Nous devons trouver Rossi maintenant et lui faire accepter une période de négociation exclusive avant que les avocats de Sterling ne l'approchent demain matin. Il est au restaurant, dans son bureau, dit Maya. Comment sais-tu ça? Parce que je viens de le quitter il y a 1 heure. Je travaille là-bas, Marc. Je suis serveuse. Le silence à l'autre bout du fil fut absolu. Maya pouvait imaginer Marc, assis dans son bureau élégant et minimaliste surplombant la ville, essayant de digérer ce qu'elle venait de dire. Le génie de la tech milliardaire qui venait de révolutionner la logistique mondiale débarrassait des tables dans un restaurant de pâtes. Tu es serveuse, dit-il finalement, sa voix un mélange d'incrédulité et de compréhension naissante. Mon Dieu, Maya. Bien sûr que tu le es. Concentre-toi, Marc, dit-elle, le ramenant à la réalité. De quoi as-tu besoin de ma part? D'autorisation. Beaucoup d'autorisation. Je vais devoir déplacer une somme considérable pour le séquestre. Je vais devoir mettre toute mon équipe immobilière sur le coup, maintenant. Les tirer du lit. Nous allons rédiger une lettre d'offre ce soir. J'aurai besoin que tu l'approuves. J'irai voir Rossi moi-même à la 1re heure demain matin, avant même qu'il n'ouvre ses portes. Non, dit Maya. Pas demain matin. Ce sera peut-être trop tard. Sterling a une échéance à vendredi, mais un homme comme ça n'attend pas. Il enverra ses chacals à l'aube. Tu dois y aller ce soir. Maya, il est presque 23 heures. Et Damien Sterling dort probablement profondément dans son pantouse, pensant qu'il a déjà gagné, contre Maya. Nous avons l'avantage. Il ne sait pas que nous existons. Vas-y maintenant. Réveille ton équipe. Rédige l'offre en chemin. Fais-la pour au moins 30% de plus que la dernière offre de Sterling. Ajoute une clause stipulant que M. Rossi peut rester en tant que gérant salarié à vie, avec un contrôle créatif total. Ajoute une autre clause garantissant l'emploi de tout le personnel actuel pour un minimum de 5 ans, avec une augmentation de 20% effective immédiatement. Paie comptant. Pas de conditions suspensives de financement. Clôture en 48 heures. Marc tapait furieusement. C'est la chose la plus folle que j'ai jamais faite, marmonna-t-il. Mais il y avait une excitation dans sa voix. C'était une bataille, et Marc aimait se battre. D'accord, j'y vais. Je t'appelle de la voiture avec le projet de nom pour la SARL et les détails de l'offre. Garde ton téléphone allumé. Une dernière chose, Marc, dit Maya alors qu'il était sur le point de raccrocher. Quoi donc? Quand Sterling l'apprendra, et il l'apprendra, assure-toi qu'il sache qui a acheté. Je pensais que tu voulais rester anonyme. Je le veux, dit Maya doucement.
Jusqu'à demain. Elle raccrocha. L'appartement silencieux ne ressemblait plus à une salle d'attente. Il ressemblait à un centre de commandement. Elle venait de déployer une arme d'une puissance immense, non pas pour la destruction, mais pour la préservation. Elle pensa au visage suffisant et cruel de Sterling, et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. La partie était engagée. Pendant que Maya était assise dans son appartement silencieux, un tourbillon de chaos contrôlé éclatait dans les bureaux du centre-ville de Fournier et Associés. Marc Fournier était un homme transformé. L'avocat calme et rassurant avait été remplacé par un général de campagne, lançant une attaque surprise. Son premier appel fut pour Sarah Dubois, la directrice de son pôle immobilier. Une femme si brillante qu'elle aurait pu couper du verre avec un regard sévère. Sarah Revelitoy, j'ai besoin de toi et de tes 3 meilleurs juristes au bureau. Maintenant. Pas dans 1 heure. Maintenant. Marc, il est 23h15, fut la réponse ensommeillée. Je suis au courant. J'ai une cliente qui fait une offre d'achat comptant sur une propriété commerciale rue de la République. Nous devons créer une nouvelle SARL, rédiger une promesse de vente, et je dois l'avoir en main, prête à être signée, dans les 90 prochaines minutes. 90 Mark Edufo? Qui est le vendeur? Quelle est la cible? La cible est un restaurant appelé La Stella. Le vendeur est Giovanni Rossi. Et la concurrence, Mark marqua une pause pour l'effet, c'est Damien Sterling. La ligne resta silencieuse un instant. Je mets mon pantalon, dit Sarah avant de raccrocher. Ensuite, Mark appela son expert financier, un magicien nommé David Chen, qui pouvait déplacer des sommes à 8 chiffres à travers les continents avec la facilité d'un homme commandant une pizza. La conversation fut brève et directe. Un compte séquestre devait être créé et approvisionné dans l'heure. La source des fonds était la fiducie Shimra. David, habitué depuis longtemps aux excentricités des clients fortunés, dit simplement « Considère que c'est fait ». Alors que sa berline noire filait à travers les rues presque vides de Lyon vers son bureau, Marc était au téléphone avec Maya, dictant les termes. Ils se mirent d'accord sur un nom pour la SARL, les immobiliers du foyer. Cela sonnait solide, établi et vaguement anonyme. Plus important encore, cela avait une signification privée pour Maya, une combinaison de foyer pour la chaleur du restaurant et immobilier pour la détermination inflexible derrière l'achat. Il dicta le prix de l'offre. La dernière offre connue de Sterling, que l'équipe de Marc avait rapidement dénichée par des canaux officieux, était une offre dérisoire de 4 millions d'euros, une insulte pour une propriété de cette taille à cet emplacement. Mettons 8 millions, dit Maya sans hésitation. 8 millions, siffla Marc. Maya, c'est largement au-dessus de la valeur du marché. La valeur du marché est un chiffre sur une feuille de calcul, Marc. La valeur de dire à un homme comme Damien Sterling qu'il ne peut pas avoir tout ce qu'il veut est, franchement, inestimable. Nous offrirons 8 millions, et les clauses sur Rossi et le personnel restent non négociables. Oui, madame, dit Marc, un large sourire se dessinant sur son visage. C'était mieux que n'importe quel OPA hostile qu'il avait jamais orchestré. Il arriva à son bureau pour trouver les lumières allumées. Sarah et son équipe étaient déjà là, le café coulait, les ordinateurs bourdonnaient. L'air crépitait d'énergie. Ils formaient une équipe d'élite de juristes d'affaires, et c'était le genre de mission à haut risque et à grande vitesse pour laquelle ils vivaient. Pendant l'heure qui suivit, ils travaillèrent avec une efficacité furieuse. L'équipe de Sarah créa la SARL auprès du greffe, un processus qu'ils pouvaient accélérer grâce au portail en ligne. Ils rédigèrent la promesse de vente, une œuvre d'art par sa précision et sa clarté, spécifiquement conçue pour être blindée et assez simple pour qu'un homme âgé sans son propre avocat présent puisse la comprendre. Elle était massivement, indéniablement en sa faveur. David Chen confirma via un message sécurisé que 8 millions d'euros avaient été transférés de la fiducie Shimra au compte séquestre nouvellement créé des immobiliers du foyer. Tout était en place. À minuit 47, Marc Fournier se tenait au centre de sa salle de conférence. Un juriste lui tendit un document fraîchement imprimé, encore chaud. Il le relut une dernière fois. L'offre était parfaite. C'était un bouclier d'or conçu pour protéger la Stella et tous ceux qui s'y trouvaient. Il glissa le document dans un fin portefeuille en cuir. « Très bien, tout le monde, » dit-il à son équipe aux yeux rougis mais exaltés. « Merci. Allez dormir un peu. Demain, nous ferons ravaler ces mots à un dragon. » Il prit l'ascenseur jusqu'au hall désert, son cœur battant d'un mélange d'adrénaline et d'anticipation. Il remonta dans sa voiture et donna au chauffeur l'adresse de la Stella. Il était temps de frapper à la porte de Monsieur Rossi. Il était temps de sauver une âme. Le lendemain matin, l'air à la Stella était lourd d'une appréhension silencieuse. Monsieur Rossi n'était pas rentré chez lui. Il avait dormi quelques heures agité sur le canapé inconfortable de son bureau, se réveillant avec le poids de la menace de Sterling pesant sur lui.
L'échéance de vendredi ressemblait à une guillotine. Il savait au fond de son cœur qu'il ne pouvait pas combattre un monstre comme Sterling Immobilier. Ses économies avaient disparu, réinvesties dans le restaurant au fil des ans. Il allait devoir vendre. Il allait devoir laisser mourir l'héritage de Stella. Maya arriva pour son service de 9 heures, les yeux clairs et l'expression illisible. Elle noua son tablier, le poids familier étrangement réconfortant. Elle salua Béatrice et Thomas, dont les visages étaient sombres. L'histoire de la visite de Sterling, et son ultimatum, s'était répandue parmi le petit personnel comme un virus. À 10h30, la cloche au-dessus de la porte sonna. Ce n'était pas un client. C'était Damien Sterling, flanqué de 2 avocats en costume sombre et impeccable. Il n'était pas là pour manger. Il était là pour encaisser. Rossi, lança-t-il, sa voix résonnant dans le restaurant presque vide. Ne faisons pas traîner les choses. Mes avocats ont les papiers finaux. Signez-les. Prenez le chèque et partez. Monsieur Rossi sortit de son bureau, le visage cendré. Il regarda Sterling, puis le personnel qui s'était rassemblé nerveusement près de la cuisine. Il vit leur peur, leur incertitude. C'était le regard d'une famille sur le point d'être expulsée. Monsieur Sterling, commença-t-il d'une voix faible, ne pourrions-nous pas discuter de cela en privé? Pourquoi? Esimoco Sterling. Il n'y a rien à discuter. C'est une transaction commerciale. Ils travaillent tous pour moi maintenant, de toute façon. Ou ils le feront, jusqu'à ce que je rase cette décharge. Il fit un signe à l'un de ses avocats, qui s'avança et posa un épais document et un stylo sur le bar. Segnez, Giovanni. C'est fini. Monsieur Rossi se dirigea vers le bar comme dans un état second. Il prit le stylo, sa main tremblante. Il regarda la ligne de signature. C'était comme signer un certificat de décès. Maya observait depuis son poste, ses mains occupées à polir des verres à vin, son cœur battant un tambour régulier et rythmé. Attends, se disait-elle. Juste attends. Et puis la cloche au-dessus de la porte sonna de nouveau. Un homme entra, dégageant une aura d'autorité calme et coûteuse qui faisait paraître le pouvoir de Sterling brutal et bruyant en comparaison. C'était Marc Fournier. Il était vêtu d'un costume anthracite parfaitement coupé, portant un mince portefeuille en cuir. Il examina la scène, la posture arrogante de Sterling, l'abattement de Monsieur Rossi, les avocats attendant comme des vautours, et son expression se durcit légèrement. « Est-ce que j'interromps quelque chose ?» demanda Marc, sa voix douce et claire. Sterling se tourna, agacé par l'interruption. « Qui diable êtes-vous »« Je m'appelle Marc Fournier, » dit-il en s'avançant et en posant une carte de visite sur le bar à côté du contrat de Sterling. « Je suis avocat. Nous sommes au milieu d'une transaction privée ici. » Fournier, fichez le camp, lança l'un des avocats de Sterling. Marc l'ignora, son attention entièrement portée sur Monsieur Rossi. « Monsieur Giovanni Rossi, enchanté de vous rencontrer enfin. Je suis ici au nom de ma cliente, les immobiliers du foyer, SARL. » Sterling éclata de rire, un son court et aboyant. « Les immobiliers du foyer? Jamais entendu parler. Écoutez, mon pote, quoi que vous vendiez, nous n'y sommes pas intéressés. Cette propriété est sous contrat. » « Vraiment ?» demanda Marc en haussant un sourcil. Il regarda le document non signé sur le bar. « Ça n'en a pas l'air. Il semble que vous ayez fait une offre, mais une offre ne peut être acceptée si la propriété n'est plus à vendre. » Le Surar Narquois de Sterling Vasilla. « De quoi parlez-vous » Marc tourna toute son attention vers Monsieur Rossi, sa voix douce. « Monsieur Rossi, tard hier soir, ma cliente m'a autorisé à vous présenter une offre d'achat pour cet immeuble et le fonds de commerce du restaurant. Nous sommes parvenus à un accord. Vous avez signé une lettre d'intention qui comprenait une clause d'exclusivité à effet immédiat. » Il sortit son propre document de son portefeuille. C'était celui que Monsieur Rossi avait signé à 1h15 du matin dans son bureau, les yeux écarquillés d'incrédulité et de larmes de gratitude. « Mon équipe a viré un acompte non remboursable d'1 million d'euros sur votre compte bancaire personnel à 2h30 ce matin. En guise de bonne foi, continua Marc, le prix d'achat total de 8 millions d'euros a été transféré sur le compte séquestre à 8h. L'acte de vente a été déposé au service de la publicité foncière à 9h05. Depuis, il vérifia sa montre, 1h25, Monsieur Rossi n'est plus le propriétaire de ce bien. Les immobiliers du foyer le sont. » Le silence dans la pièce était absolu. Le visage de Sterling était passé de l'arrogance à la confusion, puis à un rouge sombre et marbré de pure fureur. « C'est impossible, siffla-t-il. Aucune transaction ne se fait aussi vite. Qui sont les immobiliers du foyer? Qui est votre client? » Marc sourit, un sourire froid et dangereux. « Ma cliente est quelqu'un qui croit en la préservation des belles choses, quelqu'un qui comprend que la valeur d'un endroit comme celui-ci ne peut se mesurer en mètres carrés,
et quelqu'un qui a été très offensé par la façon dont vous avez traité le personnel ici hier soir. Sterling le dévisagea, son esprit tournant à plein régime, essayant de deviner lequel de ses rivaux aurait pu faire cela. Était-ce un concurrent de Paris? Un investisseur étranger? Qui est-ce? Exigea-t-il, sa voix un grognement sourd. Je doublerai leur offre. Je vous poursuivrai en justice. Je poursuivrai Rossi. Vous ne pouvez pas, dit simplement Mark. L'affaire est conclue. C'est blindé. Et quant à savoir qui est ma cliente? Il marqua une pause, et ses yeux passèrent au-delà de Sterling, vers la serveuse qui posait calmement son chiffon à polir. Lentement, délibérément, Maya dénoua les cordons de son tablier. Elle le plia soigneusement et le posa sur le bar. Elle se tourna ensuite pour faire face à Damien Sterling. Il la fixa, une lueur de vague reconnaissance dans ses yeux, la serveuse incompétente de la veille. Il regarda de Mark à elle, puis de nouveau à elle. Une vague horrifiée et écœurante de compréhension déferla sur son visage. Non, murmura-t-il. Ce n'est pas possible. Maya fit un pas en avant, son regard droit et inébranlable. Vous m'avez dit que je devrais trouver un travail pour lequel j'étais qualifié, dit-elle, sa voix calme mais portant le poids d'un verdict à 1 milliard d'euros. Alors je l'ai fait. Je suis la nouvelle propriétaire. Bienvenue dans mon restaurant. La suite fut un cataclysme de silence. Damien Sterling, un homme dont la voix pouvait briser la confiance des PDG et plier les fonctionnaires municipaux à sa volonté, se tenait là, complètement neutralisé. Sa bouche était légèrement entr'ouverte, ses yeux vifs et prédateurs maintenant écarquillés et vides d'incompréhension. Le monde, tel qu'il le comprenait, venait d'être inversé. Le pouvoir découlait de la richesse, et la richesse était une arme à manier. Pourtant, cette serveuse venait de le désarmer avec une déclaration tranquille qui défiait toute la logique qu'il tenait pour sacrée. Ces deux avocats, des hommes grassement payés pour être imperturbables, ressemblaient à des enfants perdus, leur regard oscillant entre la silhouette toujours calme de Maya et l'étoile en implosion qu'était leur client. Vous, laissa finalement échapper Sterling, l'unique mot un témoignage d'un univers renversé. Ce n'était pas seulement une question. C'était un acte d'accusation contre tout son système de croyances. Les rouages de son esprit tournaient furieusement, cherchant une explication logique, un angle caché. Était-elle la fille secrète d'un rival? La maîtresse d'un oligarque étranger? Les possibilités guerroyaient dans sa tête, chacune plus extravagante que la précédente, car la simple vérité était trop absurde pour être envisagée. Vous êtes une serveuse. Je l'étais, le corrigea Maya, sa voix ne contenant aucun triomphe, seulement une finalité tranquille. Ce fut un privilège de travailler dans cet établissement. Cela m'a donné une perspective unique, une chance d'observer ce qui a vraiment de la valeur. Une perspicacité qui semble vous avoir échappé. Le visage de Sterling, qui était passé par la confusion et la rage, se figea maintenant dans un masque de déni blême. Il fit un demi-pas en avant, son instinct d'agression reprenant vie. C'est un tour de passe-passe, gronda-t-il, sa voix retrouvant une partie de son timbre guttural familier. Il pointa un doigt accusateur et tremblant vers Mark. Une sorte de manœuvre juridique alambiquée, une imposture. Je vais contester ça. Je vous ensevelirai sous les litiges jusqu'à ce que vous me suppliez de vous débarrasser de ce tas de briques en ruine. Marc Fournier, qui était resté un pilier de calme, laissa un léger sourire de pitié effleurer ses lèvres. Il s'avança, non pas pour affronter Sterling, mais pour se tenir comme un bouclier devant Maya et Monsieur Rossi. Je vous en prie, Monsieur Sterling, déposez cette plainte, l'invita-t-il, son ton dangereusement suave. La phase de communication des pièces sera fascinante. Nous interrogerons publiquement Monsieur Rossi et son personnel sur vos tactiques. Nous demanderons par voie de justice vos communications internes concernant l'acquisition de cet îlot. Nous présenterons comme un fait public l'histoire de la façon dont vous avez tenté d'intimider un veuf âgé pour qu'il vende l'héritage de sa famille pour moins de la moitié de sa valeur estimée. Il laissa cela infuser avant de continuer, sa voix baissant légèrement. Et puis nous raconterons l'autre côté de l'histoire. La partie où ma cliente, une innovatrice autodidacte dans la technologie qui vient de finaliser l'une des plus grandes acquisitions privées d'IA de ces dernières années, a décidé d'acheter la propriété elle-même, en payant le double de votre offre en espèces, du jour au lendemain, pour la simple raison que vous avez été profondément impoli avec elle et ses collègues. J'imagine que les chroniqueurs d'éthique des affaires des Échos et les journalistes du Monde trouveraient ce récit tout à fait captivant. Vos actionnaires, en revanche, pourraient avoir quelques questions pointues sur votre tempérament et votre jugement lorsqu'ils liront comment une acquisition stratégique de plusieurs millions d'euros a été sabordée par votre incapacité à traiter une serveuse avec une décence humaine élémentaire. Chaque mot était un scalpel parfaitement placé, démantelant chirurgicalement ce qui restait du sang-froid de Sterling.
La mention de ses actionnaires fut le coup de grâce final. Il pouvait survivre à un marché perdu. Il ne pouvait pas survivre au ridicule. Dans son monde, être déjoué était une défaite. Être fait pour passer pour un tyran mesquin et stupide était un événement de niveau extinction. La combativité se vida de lui, laissant un homme creux et rétréci dans un costume qui semblait soudain trop grand. Il jeta un dernier regard perplexe à Maya, comme pour essayer de mémoriser le visage de l'anomalie qu'il avait brisé. Puis, sans un autre mot, il se tourna. Ce n'était pas une sortie assurée et confiante. C'était une retraite. Il sortit du restaurant, ses avocats le suivant comme des poissons pilotes accompagnant un requin mourant. La cloche au-dessus de la porte sonna, un petit son joyeux qui servit d'épitaphe à sa conquête ratée. Pendant un long moment, le restaurant fut suspendu dans un vide de silence stupéfait. Puis un son doux et étranglé brisa l'immobilité. C'était Giovanni Rossi. Il s'appuya contre le bar, ses épaules secouées alors que des années de peur, de stress et de chagrin contenu cédaient. Des larmes coulaient sur ses joues burinées, mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'était un flot de soulagement pur et sans mélange. Béatrice, la vétéran endurcie, se tenait figée, la main couvrant sa bouche alors qu'elle regardait Maya avec des yeux entièrement nouveaux. Thomas regarda de Monsieur Rossi à Maya, son jeune visage un kaléidoscope de confusion, d'admiration et de joie naissante. La culpabilité écrasante qu'il ressentait pour la fourchette tombée, pour avoir provoqué Sterling, s'évapora, remplacée par la réalisation étourdissante qu'il venait d'assister à un miracle. Maya s'approcha de Monsieur Rossi et posa doucement une main sur son bras. « Giovanni, dit-elle, sa voix douce. C'est fini. La Stella est en sécurité. » Il se tourna, essuyant ses yeux avec le dos de sa main, la regardant comme s'il la voyait pour la première fois. « Mais qui? Qui êtes-vous, mon enfant ?» demanda-t-il, sa voix épaisse d'émotion. « Je m'appelle Maya Leclerc, dit-elle simplement. Ces 6 derniers mois, ma vie a été compliquée, très stressante. Cet endroit, et vous m'avez offert un sanctuaire. Vous m'avez donné un travail, sans poser de questions. Vous m'avez traité avec une gentillesse et un respect dont j'avais désespérément besoin. Tout ce que je fais, dit-elle avec un petit sourire malicieux, c'est vous rendre l'appareil, avec un geste légèrement plus significatif. Elle se tourna ensuite pour faire face à ses anciens collègues. À partir de ce matin, une société appelée les Immobiliers du Foyer possède la Stella, annonça-t-elle, sa voix claire et ferme. Mais je veux que vous sachiez tous que rien d'essentiel ne va changer, sauf pour le mieux. Elle regarda directement Béatrice et Thomas. Mon avocat, Marc, a préparé de nouveaux contrats de travail. Chaque membre du personnel actuel a son poste garanti pour un minimum des 5 prochaines années. Et avec effet rétroactif à lundi dernier, vous recevez tous une augmentation de 20%. Si le silence précédent était stupéfiant, celui-ci était électrique. L'amaquar de Thomas Tamba. Béatrice laissa échapper un petit rire sec d'incrédulité. Vous plaisantez, dit-elle d'une voix rauque. Pas du tout, l'assura Maya. Et ce n'est pas tout. Nous allons mettre en place un programme d'aide aux frais de scolarité pour tout membre du personnel ou enfant de membre du personnel qui poursuit des études supérieures. Elle lança un regard appuyé à Thomas, qui rougit de plaisir. Nous allons également avoir une toute nouvelle cuisine pour Michel, et un système de caisse qui ne nécessite pas une prière pour fonctionner. Enfin, elle se retourna vers le visage baigné de larmes et rayonnant de Giovanni Rossi. Et Giovanni, la partie la plus importante de l'offre dont nous avons discuté hier soir tient toujours. J'ai besoin d'un directeur général, quelqu'un qui connaît l'âme de cet endroit. Le poste est à vous aussi longtemps que vous le désirerez, avec un salaire généreux. Vous conserverez un contrôle total sur le menu, la cuisine, l'ambiance. Le nom de votre famille, le nom de votre femme, est sur l'enseigne à l'extérieur. Mon nom n'est que sur l'acte de propriété. Votre seul travail est de faire ce que vous avez toujours fait, maintenir le cœur de la Stella en vie. Elle marqua une pause, une lueur de malice dans ses yeux. Et nous entreprendrons quelques rénovations nécessaires, nouvelle installation électrique, insonorisation, consolidation des fondations, et nous construirons une véritable cave à vin climatisée au sous-sol. J'ai déjà passé notre première commande. C'est une caisse de Sassicaia 2015. Elle devrait arriver d'ici vendredi. Ce sera pour la maison. À ces mots, un son qui n'avait pas été entendu à la Stella depuis des mois jaillit de Giovanni Rossi. C'était un rire profond et sonore de pure joie. Il résonna contre les vieux murs en bois, chassant les dernières ombres de la visite de Damien Sterling. Il enveloppa Maya dans une étreinte paternelle et féroce, et pour la première fois, Maya Leclerc sentit le poids plein et tangible de ce qu'elle avait fait. C'était un poids qui ressemblait à un retour à la maison. Dans les semaines qui suivirent, la Stella renaquit. L'appréhension silencieuse fut remplacée par une énergie bouillonnante et joyeuse.
Les bruits feutrés des électriciens et des plombiers traçant un nouvel avenir se mêlaient au cliquetis familier et réconfortant de la cuisine. Le personnel se déplaçait d'un pas plus léger, leur sourire plus rapide, leur fierté dans leur travail rayonnante. Maya, fidèle à sa parole, devint la gardienne silencieuse de l'établissement. Elle troqua son tablier de serveuse contre son ordinateur portable, installant son nouveau siège social mondial à la table 7. Depuis cette banquette d'angle, elle gérait les vastes complexités de la fiducie Shimra, prenait des appels avec des leaders mondiaux de la technologie et de la finance, et esquissait l'architecture de sa prochaine entreprise philanthropique, tout cela tandis que l'odeur réconfortante de l'ail et des tomates mijotées emplissait l'air. Elle n'avait pas seulement acheté un restaurant. Elle avait ancré sa nouvelle vie inimaginable à quelque chose de réel, quelque chose avec une âme. Elle avait affronté un titan, non pas avec la force brute de la richesse, mais avec le pouvoir silencieux et dévastateur de la détermination. Et au cœur d'une ville qui vénérait l'argent, Maya Leclerc avait prouvé que la vraie richesse ne résidait pas dans ce que l'on pouvait acheter, mais dans ce que l'on refusait de laisser vendre. C'est l'incroyable histoire de Maya Leclerc et de la Stella. C'est un rappel puissant que la force n'est pas toujours bruyante et que la vraie richesse n'a rien à voir avec le nombre sur votre compte en banque, mais tout à voir avec le caractère dans votre cœur. Elle nous montre que parfois, la personne la plus puissante dans la pièce n'est pas celle qui fait le plus de bruit, mais celle qui observe tranquillement, attendant le bon moment pour agir.